Bonjour à tous et bienvenue dans Interaction, épisode 72 sur la visite de Macron en Chine. Le président français est reparti de sa deuxième visite officielle. Les valises chargées de contrats pour un montant de 13 milliards d'euros, un chiffre annoncé par Pékin, mais pas encore validé par Paris. En tout cas, une chose est sûre, le succès d'une visite en Chine semble de plus en plus se mesurer au volume des accords commerciaux signés. Mais alors, que faire face au rouleau compresseur chinois et peut-on vraiment espérer autre chose qu'une diplomatie des contrats? Voilà les questions que nous posons aujourd'hui à nos invités. Antoine Bondas, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. À vos côtés, Mathieu Duchâtel, bonjour. Bonjour. Responsable du programme Asie à l'Institut Montaigne. Et nous sommes en ligne avec Sébastien Faletti, le correspondant du Figaro à Pékin. Bonjour Sébastien. Bonjour, bonsoir. C'est vrai qu'il est déjà à 19h30 chez vous. On espère que la connexion se déroulera parfaitement pour cette émission. Commençons, Mathieu, déjà avec vous sur tous ces contrats qui ont été signés, donc pour un montant qui avoisine les 13-14 milliards d'euros. Encore une fois, pas validé par Paris, mais annoncé par Pékin. Est-ce que c'est dans une fourchette qui était attendue ? Alors, c'est dans une fourchette qui est à peu près classique maintenant dans les relations extérieures de la Chine. On est entre 10 et 40 milliards d'euros. C'est à peu près similaire avec ce qui avait été signé en mars. Ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu le contenu de ces contrats. Ce qui n'a pas été signé aussi, il y a quand même une histoire qui se déroule depuis 10 ans autour d'Orano et de l'usine de retraitement des combustibles nucléaires en Chine. Un contrat de 10 milliards d'euros. Un contrat de 10 milliards d'euros. Dont on attend toujours la signature, mais ce qu'on peut comprendre, parce qu'on est quand même sur des technologies qui sont très sensibles, sur un contrat très important. On est aussi dans la signature d'accords qui sont sur la protection finalement des produits alimentaires et agroalimentaires français. Donc il y avait une dimension très très patrimoine et culturelle dans cette visite d'État du président français. Et on voit bien sur des entreprises qui ont connu des problèmes de transfert de technologie comme Safran, qui sont devenues un petit peu plus défensives dans leur approche de la Chine, on a quand même une avancée importante avec la signature de ce nouveau contrat sur les moteurs d'avion qui importe beaucoup à Safran. Et l'avenue du chef de l'État coïncidait avec la foire d'importation de Shanghai, c'est pas un hasard et c'est quand même un signal. Antoine Bondas, ça veut dire que la diplomatie française vis-à-vis de la Chine, c'est une diplomatie essentiellement commerciale maintenant? Alors ce n'est pas qu'une diplomatie commerciale, mais la diplomatie économique a été mise déjà sous l'ancien président et notamment sous l'impulsion de Laurent Fabius comme une des priorités de la diplomatie française. Comme Mathieu l'a dit, il y a eu des contrats qui ont été signés. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même l'ouverture de certains marchés et, comme ce qui vient d'être rappelé, certains produits agricoles. Alors il y a les produits qui sont désormais protégés, il y a par exemple le comté, le roquefort, je crois qu'il y a les pruneaux d'Agen et autrement c'est surtout de l'alcool. Donc ça c'est une bonne chose dans l'idée qu'on va ouvrir des marchés. On a peut-être un peu moins de grands contrats que d'habitude, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Le principal problème de la France, non plus d'ailleurs. C'est pas une mauvaise surprise. Encore une fois, la question d'Orano qui attend depuis longtemps. Ce qui est important pour la France, c'est aussi de ne pas dépendre justement de ces méga contrats, puisque ces méga contrats rendent la relation asymétrique avec la Chine, qui peut accepter ou refuser signer ces grands contrats. Ce qui est très important pour la France, si l'objectif est vraiment de réduire le déficit commercial, qui est aujourd'hui de 30 milliards d'euros, le premier déficit commercial de la France, devant celui avec l'Allemagne, c'est en réalité de renforcer du côté français le modèle d'exportation. C'est d'accroître les capacités d'exportation de la France et pas simplement de dépendre de la signature de méga contrats qui concernent des entreprises classiques, que ce soit Airbus, Engie ou les autres. C'est pas seulement une question d'attitude chinoise, c'est aussi une remise en cause française à faire sur les exportations. Il y a une vraie remise en cause française. Il y a un rapport parlementaire qui est en finalisation d'écriture sur justement cette question de la diplomatie commerciale et du commerce extérieur de la France. Et sur ce point-là, on peut évidemment critiquer l'absence d'ouverture de marché suffisamment importante de la Chine, la question de la réciprocité et autres, mais il y a aussi une vraie question française qui est qu'est-ce qu'on peut exporter et en quoi on sera compétitif, notamment par rapport à l'Allemagne qui exporte 4 fois plus que nous vers la Chine. Sébastien Faletti, comment la visite de Macron a été perçue en Chine? Quels sont les mots qui ont été utilisés dans la presse chinoise, dont chacun sait que c'est un bon indicateur pour prendre le pouls du Parti communiste chinois? Alors effectivement, c'est une question qu'on se pose toujours. Et alors, il est assez frappant sur cette visite de voir la discrétion de la presse chinoise qui contraste fortement avec la première visite d'Emmanuel Macron il y a un peu plus d'un an, en janvier 2018, où là, il y avait eu une assez forte couverture. Cette fois-ci, c'est assez frappant, c'est-à-dire qu'il y a dans la presse, il y a eu des articles réguliers dans la presse officielle en langue anglaise,
comme China Daily, Global Times, mais la presse officielle en langue chinoise, la couverture est extrêmement limitée. Et c'est une question d'ailleurs on se pose les raisons de cette stratégie, parce que tout ça est évidemment, on sait comment les médias officiels chinois fonctionnent, tout cela est décidé en haut lieu, on explique aux journalistes ce qu'ils ont le droit de couvrir et de ne pas couvrir, donc il y a là un choix. Donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi ce choix aujourd'hui? Est-ce qu'il s'agit d'un message envoyé à la France, d'un message de certaine défiance qui serait lié à des questions soit économiques ou alors sur la question de Hong Kong? On se souvient que le mois dernier, la Chine a publié un communiqué extrêmement violent contre la France et l'Union européenne sur sa position à Hong Kong. Ou bien est-ce que cela répond à des enjeux intérieurs et notamment, encore une fois, Hong Kong, peut-être une volonté de ne pas donner de place à un dirigeant étranger qui pourrait s'exprimer sur cette question. Ce sont des questions pour le moment qui sont ouvertes et comme toujours ici, on ne sait pas ce qui se cache derrière. Et d'ailleurs, je me permets de lancer à Antoine et Mathieu cette question. Ça m'intéresse de savoir comment ils pourraient interpréter ce choix, parce que c'est vrai qu'il y a ici, en surface, la visite, il n'y a pas eu de coup d'éclat, il n'y a pas eu de tension ouverte. Mais c'est vrai, très peu de reprises et aussi très peu de débats dans les réseaux sociaux, bien entendu. Alors, je vous laisse du coup répondre. Antoine, comment vous qualifieriez comme ça cette extrême prudence dans les propos de la presse chinoise et cette timidité à vouloir en parler? Alors déjà, en termes de protocole, le président Macron a été très bien reçu à Shanghai et Pékin, mais lorsqu'il était à Shanghai, par exemple, la France n'était pas un invité d'honneur particulier. C'était un invité d'honneur parmi d'autres, notamment la Jamaïque et je crois la Grèce et un quatrième pays, la Serbie. Ce qui est important, c'est que pour la Chine, la relation elle est de plus en plus asymétrique. Donc je pense que les médias anglophones ont voulu satisfaire les besoins de communication du président français, mais que les médias chinois qui s'adressent au peuple chinois et l'immense majorité évidemment qui ne lit pas la presse en anglais, à dire tout simplement que la France est un partenaire parmi d'autres et qu'on a peut-être cette vision un peu fantasmée du côté français d'un partenaire, la France comme un partenaire incontournable, membre permanent du Conseil de sécurité, la porte-parole, c'est en quelque sorte ce qui a voulu être mis en avant sur l'Europe, alors que ce n'est pas forcément la vision de la Chine. Il y avait une communication déjà élyséenne, et certains le disaient aussi des gouvernants chinois, sur une mise en scène d'une certaine proximité, Sébastien, entre Xi Jinping et Emmanuel Macron, et leurs épouses d'ailleurs, à l'occasion d'un dîner. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une complicité particulière entre les deux, ou, comme vous le décriviez hier, Xi Jinping semble assez hermétique finalement à toutes ces poignées de main un peu chaleureuses face aux photographes? Alors effectivement, il y a des oppositions de style. On sait que le président français est, comme certains l'ont appris, un séducteur, quelqu'un qui aime tisser des liens avec ses interlocuteurs, aller de l'avant pour créer une relation. C'est pour cela qu'il y a eu ces moments en privé, notamment dans le jardin Yueyuan qui est à Shanghai, qui est un endroit extrêmement particulier pour les Chinois. Et c'est là qu'il y a eu un dîner privé avec les deux épouses. On sait que c'est là qu'ils ont eu des échanges approfondis, notamment sur les questions sensibles, notamment Hong Kong. Mais c'est vrai que le président chinois, lui, n'envoie pas de signaux clairs. Il y a d'autres codes culturels et il n'envoie pas de signaux de proximité, je dirais, sur le plan personnel avec le président français. Donc côté chinois, on est dans une logique assez différente, beaucoup plus institutionnelle. Et il faut voir aussi que le président Xi en Chine est aujourd'hui un président extrêmement sûr de sa force en apparence. En tout cas, il est au-dessus par rapport à ses prédécesseurs. Il s'affirme comme en rival, et on a aussi une mise en scène des médias chinois autour de cette idée que le président Xi est vraiment au-dessus de la mêlée, au-dessus du lot, et toute la couverture est autour de cette idée-là. À l'occasion des 70 ans de la République populaire. On a déjà une petite question d'Emma qui nous dit: ont-ils abordé le sujet des Ouïghours? Alors j'invite Emma à patienter une poignée de minutes, parce qu'on finira l'émission sur cette épineuse question des droits de l'homme, Hong Kong et les Ouïghours, et c'est extrêmement intéressant. On va entrer un petit peu plus dans le fond des choses, à savoir le serpent de mer du rééquilibrage de notre balance commerciale avec la Chine, qui est au menu des discussions, mais depuis de très nombreuses années. Vous allez voir d'ailleurs que c'est une revendication qui est évoquée déjà par la précédente administration. Écoutez.
Nous voulons attirer plus d'investissements chinois en France parce que nous voulons là aussi un rééquilibrage. Les échanges commerciaux avec nos partenaires chinois demeurent déséquilibrés. Il faut que des grands pays comme les nôtres soient capables de construire des relations de libre-échange qui soient équilibrées. Voilà, c'était simplement pour vous rafraîchir la mémoire, chers internautes. Mais alors, je lisais dans le Figaro de mardi que la venue de Macron intervient à un moment où, je cite, « les entreprises étrangères perçoivent le marché chinois comme de plus en plus difficile à pénétrer, et ce, en dépit des nombreuses déclarations officielles chinoises qui vont dans le sens d'une ouverture ». Est-ce que vous partagez cette analyse, Mathieu Duchâtel? Et si oui, pourquoi ça se passe comme ça? Alors, il y a effectivement un véritable écart entre les effets d'annonce du président Xi Jinping sur l'ouverture de la Chine et le ressenti des entreprises européennes. C'est très clair dans le rapport annuel de la Chambre de commerce européenne qui montre les difficultés d'accès au marché, mais aussi les très fortes préoccupations de nombreuses entreprises européennes sur la question des transferts de technologies forcés en Chine, qui demeure un obstacle essentiel à leurs activités. C'est que pour les entreprises européennes ou les entreprises américaines subissent le même sort? C'est généralisé pour l'ensemble des entreprises qui opèrent en Chine, mais c'est un sujet duquel s'est saisi très fortement l'Europe d'une certaine manière, et ça nous amène un peu à parler de l'échelon national et de l'échelon européen dans cette approche du président Macron dans les relations avec la Chine. Tout à fait. On est véritablement, et le choix d'inviter auprès de Macron le futur commissaire au commerce européen, Phil Hogan, dans la délégation, montre bien que si on souhaite obtenir de la part de la Chine des concessions sur ces dossiers-là, l'échelon européen reste vraiment essentiel. L'échelon national, c'est pousser pour l'accès à certaines entreprises au marché chinois, mais pour tout ce qui est systémique, c'est-à-dire tout ce qui est négociation avec les Chinois, mais aussi tout ce qui est possible réforme que pourrait entreprendre la Chine, l'échelon qui importe le plus, c'est celui de l'Union européenne. Et il y a deux choses qui me paraissent particulièrement importantes sur ce point-là. La première, c'est que l'Europe devient vraiment plus défensive sur ces dossiers. Elle a passé des mesures de défense commerciale qui lui permettent de forcer un petit peu de la réciprocité dans les relations sino-européennes. Et elle met en place aussi, et ça va un petit peu dans un sens inverse des déclarations politiques qu'on entendait à l'instant sur les investissements chinois en France et en Europe, un mécanisme de filtrage des investissements étrangers en Europe. Quand même. Alors ça, c'est le fameux décret Montebourg, en tout cas pour la France. Alors pour la France, c'est... Qui, rappelons-le, a été instauré en 2014 à l'initiative d'Arnaud Montebourg et qui a été renforcé cette année pour que le gouvernement ait un droit de regard quand même sur les investissements de capitaux chinois en France. Exactement. Alors à l'origine, c'était avant tout du filtrage des investissements sur les industries de défense. La loi Montebourg a étendu ce dispositif et la loi Pacte aujourd'hui étend encore plus ce dispositif d'autorisation préalable pour des secteurs comme les semi-conducteurs, le big data, l'intelligence artificielle. Donc on a malgré tout, et c'est le pendant de cette visite, tout un agenda défensif au niveau national et au niveau européen sur les relations économiques, commerciales, d'investissement avec la Chine, dans une logique de protection finalement des intérêts européens. Vous seriez d'accord d'ailleurs avec notre internaute Mathieu qui nous dit « Il faudrait que ce soit tous les représentants de l'Europe qui se déplacent et négocient pour que ce soit plus utile et efficace ». Alors on va parler aussi dans quelques secondes de cette stratégie européenne d'Emmanuel Macron qui est venu dans sa délégation avec un ministre allemand et un commissaire européen. Mais Sébastien, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu plus précisément sur ce que reprochent les entreprises françaises aux autorités chinoises? Pourquoi est-ce si difficile de rentrer sur le marché chinois? Et est-ce que, d'ailleurs, le Parti communiste a à ce point la main sur qui doit venir, qui doit rentrer sur son marché? Alors, les entreprises étrangères, à travers les fameuses chambres de commerce européennes ou américaines, fustigent depuis de longues années, c'est pas nouveau, hein, ce qu'ils appellent des discriminations sur de nombreux marchés. Ça peut être surtout les marchés publics, par exemple pour investir si vous voulez décrocher un appel d'offres, mais il y a également des accusations de barrières non tarifaires, c'est-à-dire l'idée qu'il y a de nombreuses réglementations, normes qui désavantagent des entreprises étrangères. Tout ça, c'est une litanie de complexité. Là, le problème, c'est que sur le terrain, ici, comme l'a dit Mathieu, les entreprises ressentent des difficultés croissantes. Et ces difficultés croissantes viennent de deux choses. Premièrement, de réalités économiques nouvelles, à savoir qu'il y a plus de concurrents locaux
beaucoup mieux affûtées. Désormais, les entreprises chinoises très compétitives commencent à devenir des concurrents, même pour des entreprises européennes qui sont très fortes dans leur domaine. Et un autre aspect, c'est aussi la reprise en main de l'économie par l'État et par le parti qui se déploie sous Xi Jinping. Xi Jinping est un étatiste, il croit à la force de l'État pour organiser l'économie, et tout ça sont des signaux qui inquiètent pas seulement les entreprises étrangères, mais même les entreprises chinoises dans le privé, qui s'inquiètent de cette mainmise croissante. Et elle se décline sur le plan bureaucratique par de plus en plus de normes, mais aussi, par exemple, sur le projet que vous avez entendu parler de crédit social, qui est un projet, vous savez, de notation de chaque citoyen, qui va être appliqué aussi aux entreprises, qu'elles soient chinoises ou étrangères, et ça veut dire que chaque entreprise aura un malus ou un bonus en fonction de son comportement, avec des implications massives que sont en train de découvrir les entreprises étrangères. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, hier, en a parlé. Il a dit que c'était un dossier que la France elle-même suivait. Donc c'est tout cet ensemble, ce contexte général, à la fois économique et politique, qui rend la présence ici plus difficile. Et s'ajoute aussi, Sébastien, un autre contexte, c'est la défiance généralisée, mais dans l'opinion publique cette fois-ci. Et il y a eu une étude assez intéressante du Pew Research Center cette année. Vous allez voir juste une petite infographie pour l'illustrer. 41%, à la question simplement, est-ce que vous avez une opinion favorable de la Chine? 41% des Français en 2018 disaient oui, ce qui est déjà pas fou. Et le taux tombe à 33% en 2019. Comment vous percevez ce genre de chiffre? Un Français sur 3 a une bonne image de la Chine aujourd'hui. Alors, historiquement, l'image a été relativement bonne en France vis-à-vis de la Chine. Ce qui est clair, c'est que la Chine a quand même perdu des points en termes de diplomatie publique et en termes d'image internationale. Le parti en a parfaitement conscience et on a la multiplication depuis 2-3 ans d'articles académiques, y compris par des institutions militaires en Chine, sur cette question d'image de la Chine et comment façonner les perceptions internationales. Le principal problème pour la Chine, c'est que le concept qu'ils appellent de théorie de la menace chinoise est en train de se renforcer, de se propager, de se diversifier. Il était auparavant, avant tout, aux États-Unis, puis petit à petit en Europe, de plus en plus, il y a une inquiétude. Ce qui est très intéressant dans l'étude du Pew, justement, c'est que le deuxième pays où les opinions sont les plus défavorables vis-à-vis de la Chine, derrière le Japon, c'est la Suède. Les gens pourraient se dire pourquoi la Suède, puisque par exemple, une des explications, c'est que l'ambassadeur de Chine en Suède, depuis 2 ans, a fait des sorties extrêmement critiques, voire même agressives contre le gouvernement suédois, contre des institutions suédoises, et il y a en réalité un retour de bâton. C'est un peu ce qui se passe aussi à Paris ces dernières semaines. Le nouvel ambassadeur, qui vient du Canada, a eu des propos extrêmement fermes, extrêmement durs, et le risque, c'est potentiellement que cela ait un impact négatif sur l'image internationale de la Chine. Mais ça, la Chine en a parfaitement conscience. Et Xi Jinping, dès 2013, par exemple, au cours d'une réunion au sein du parti, disait qu'il fallait faire entendre la voix de la Chine, notamment à travers les médias d'État chinois, à travers les réseaux sociaux, par exemple, de nombreux ambassadeurs désormais, que ce soit en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Angleterre, au Royaume-Uni, en France, ont un compte Twitter, essayent de faire entendre la voix de la Chine, mais c'est encore extrêmement compliqué. Et une des explications en Chine, c'est notamment les liens croissants entre communication ou propagande interne et externe, et le fait est que probablement, et de plus en plus, les Européens, les Américains savent ce qui se dit en Chine. Alors, donc cela est extrêmement difficile, puisqu'il est de plus en plus difficile d'avoir un message spécifique pour la Chine et un message spécifique pour l'étranger, puisque les deux parties, et notamment les étrangers, peuvent savoir également ce qui se dit en Chine. Alors les ambassadeurs doivent faire entendre la voix de la Chine. Emmanuel Macron veut faire entendre la voix de l'Europe. Quand il va à Pékin, on l'a encore entendu au cours de cette visite. Vous allez l'entendre d'ailleurs, où il incite vraiment les Chinois à se tourner de plus en plus vers l'Union européenne. Écoutez. La Chine et l'Europe partagent aussi le même refus de la guerre commerciale qui ne fait que des perdants. J'ai donc souligné auprès du président Xi mon souhait que les discussions en cours entre les États-Unis et la Chine permettent rapidement un apaisement des tensions et prennent pleinement en compte les intérêts du grand partenaire commercial de la Chine qu'est l'Union européenne. Voilà, on a l'impression que le message, Mathieu Duchâtel, c'est n'hésitez pas à vous détourner un petit peu des États-Unis pour revenir un peu vers nous et commercer encore davantage. Alors, il y a 2 dossiers en particulier sur lesquels... À la faveur d'une guerre commerciale, bien sûr. La France, l'Europe et la Chine
plus ou moins en accord. C'est d'abord la question de l'accord nucléaire iranien, et puis c'est ensuite la question de l'accord de Paris sur le climat, sur lesquels on a des différences qui sont très marquées avec les États-Unis, qui sortent de ces deux accords. Je pense que l'intention française était d'insister sur ce point et d'envoyer ce message aux États-Unis, plutôt que d'espérer une convergence, disons, avec des conséquences concrètes d'un échange avec les Chinois sur ces deux dossiers-là. C'est vrai qu'on est très proches, on a des perceptions qui sont semblables, mais pouvoir activer le partenariat Chine-Europe ou le partenariat France-Chine pour des résultats concrets vis-à-vis de l'Iran ou vis-à-vis du climat, c'est sans doute un petit peu trop ambitieux, puisque la Chine, on l'a bien vu sur la question iranienne, a choisi bien sûr de soutenir l'accord nucléaire, mais malgré tout de rester assez en retrait dans la diplomatie à l'égard de l'Iran. Je pense que la carte européenne pour la France, elle est véritablement essentielle pour certains dossiers, mais qui sont des dossiers plutôt bilatéraux, je dirais, pas des dossiers de sécurité internationale, les aspects commerciaux, les aspects d'investissement. L'unité européenne est aussi importante parce que les actions chinoises contribuent finalement à dénouer l'unité européenne. On le voit vraiment de manière très claire sur la 5G, où ce qui est en train de se produire, c'est qu'à l'horizon 2025, on aura une partie du continent européen qui aura son infrastructure 5G construite par Huawei, et l'autre partie pour laquelle l'infrastructure 5G sera construite par des équipementiers européens. On est dans une division qui se produit malgré les efforts de l'Union européenne pour contrer cette tendance, et la France apporte son soutien politique à une unité européenne parce que c'est nécessaire pour les intérêts français aussi. Mais il y a une volonté de Macron de jouer cette carte européenne, et certains observateurs disent que jusqu'alors, Xi Jinping ne prenait pas vraiment au sérieux l'UE. Est-ce que, d'ailleurs Sébastien Faletti, vous partagez cette observation, et est-ce que, alors que l'UE est quand même le premier partenaire économique de la Chine, donc pourquoi la Chine ne prendrait-elle pas au sérieux l'UE? Est-ce que ça tient aux divisions internes de l'UE tout simplement? Exactement, c'est l'ironie, c'est que c'est le premier partenaire commercial, mais pourtant aujourd'hui, Pékin les considère comme des partenaires de second rang, loin derrière les États-Unis. Finalement, on peut dire que le régime chinois est un régime, ce sont des Européens déçus. Pendant très longtemps, la Chine a espéré que l'Europe pourrait émerger comme une sorte de puissance qui pourrait servir de contrepoids face aux États-Unis pour s'allier. Mais ça fait déjà de longues années qu'elle a abandonné cet espoir. Et désormais, elle considère que l'Europe est un marché important pour les technologies, que c'était un partenaire sur lequel on peut de temps en temps dialoguer, mais c'est vraiment un partenaire de second rang. Alors aujourd'hui, avec les tensions avec Donald Trump, il y a peut-être un tout petit peu plus d'attention en apparence, mais quand on parle aux Chinois, aux dirigeants chinois ici, le message finalement, c'est quand même que l'Europe n'est pas une puissance souveraine. Et la Chine est un pays souverain qui insiste sur la notion de souveraineté depuis des siècles et des siècles. Et donc, elle voit bien la différence entre l'Union européenne, un patchwork de pays et même la masse américaine. Donc, les Chinois voient que les Européens montrent un peu les dents, mais ils n'ont pas encore peur. Ils considèrent que l'Europe peut être divisée et ils continuent de le faire. On voit avec le format 17+1 vis-à-vis des pays de l'Est notamment. Antoine Mondaz, rapidement, parce qu'il faut qu'on parle des droits de l'homme. Pour compléter ce qui a été dit par Mathieu et Sébastien, je pense qu'il y a une vraie stratégie de la France, et notamment du président, d'afficher un front uni vis-à-vis de la Chine. Ça a été très bien fait d'ailleurs au mois de mars, lorsque le président Juncker et la chancelière Merkel ont été invités à Paris, alors que c'était une visite d'État. Je pense que là, ce qui s'est passé notamment à Shanghai, ça a été beaucoup moins important. Alors effectivement, il y allait avec une ministre allemande et un commissaire européen, mais la visite de Merkel, il y a quelques semaines, s'était fait dans un format purement bilatéral. Donc envoyer le message à travers le président Macron que l'Europe serait parfaitement unie, je pense que les Chinois, évidemment, ne tombent pas là-dedans. Alors, l'unité européenne, elle est fondamentale. Et je pense qu'il faut vraiment arrêter de dire en permanence que la Chine essaye de nous diviser. C'est une évidence et c'est normal. N'importe quel partenaire ou concurrent de l'Union européenne a un intérêt à diviser l'Europe. La vraie question qui se pose, c'est comment faire en Europe pour accroître la coordination et la cohésion. Le couple franco-allemand est important, mais je pense qu'on se repose peut-être trop sur ce couple franco-allemand et sur l'idée que du moment où on a l'Allemagne et la Commission européenne, ce serait suffisant. Je pense qu'il faut vraiment faire des
des coalitions bien plus larges, peut-être sur des thèmes différents, et mettre en avant des partenariats, par exemple avec la Suède, avec la Pologne sur certains dossiers sur lesquels on est d'accord, mais mettre pas toujours en avant le couple franco-allemand. Surtout avec une Angela Merkel qui va partir bientôt. Et puis je pense que même au niveau de l'Union européenne, au sein des États membres, il y a l'idée que voilà, la France cherche toujours à prendre ce leadership, en plus dans le contexte du Brexit, et que la France n'est peut-être pas, entre guillemets, assez inclusive vis-à-vis des autres pays européens. Alors il y a un dernier point, donc, les droits de l'homme, avec deux actualités brûlantes. Hong Kong, bien sûr, qui est en proie des manifestations que vous suivez sur Le Figaro depuis des semaines, et puis la répression des musulmans ouïghours dans l'ouest de la Chine, dont je vous invite à lire des enquêtes, car c'est assez édifiant ce qu'on y lit. Je n'ai pas relevé, je parle sous votre contrôle, de commentaires publics sur la question des Ouïghours, mais effectivement, sur Hong Kong, il y avait cette déclaration du président Emmanuel Macron. J'ai évidemment fait part de nos préoccupations. Quand je dis nos préoccupations, ce sont là aussi celles de l'Europe, celles que nous avons coordonnées avec nos partenaires, en particulier allemands. Nous avons appelé à plusieurs reprises les parties au dialogue, et c'est là-dessus que je suis revenu, à la retenue, à la désescalade, et je l'ai dit au président, et c'est pour moi le cœur de la réponse aujourd'hui au contexte que nous évoquons, au-delà de la grande vigilance à l'égard de nos compatriotes, c'est d'insister sur la nécessité d'une désescalade par le dialogue. Antoine Bourdas, on a l'impression qu'il appelle à la retenue, en ayant lui-même pas mal de retenue. Alors effectivement, je pense que ça fait longtemps que la question vraiment des droits de l'homme n'est plus forcément au cœur, en tout cas de la diplomatie même déclaratoire de la France. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'initiative. Il faut vraiment rappeler qu'au-delà des discours, il y a des initiatives notamment du Quai d'Orsay. Ça fait maintenant plus de 18 mois que par exemple les pays européens essayent de se rendre au Xinjiang, de faire des visites conjointes au niveau de l'ONU. Il y a aussi des initiatives françaises en partenariat avec d'autres pays européens. Il faut quand même le rappeler. Là où il y a un manque, c'est peut-être encore une fois cette diplomatie déclaratoire. C'est aussi le fait, par exemple, disait que... déjà en 2018, on ne veut pas de la diplomatie de l'hygiaphone, je crois. Ouais. Et là, aujourd'hui, on dit on ne veut plus la diplomatie du mégaphone. On a eu à peu près la même chose au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat qui ne se prononcent pas sur ces questions-là, alors même que le Parlement européen le fait, par exemple. Donc il y a des vraies questions, entre guillemets, dans la diplomatie déclaratoire. Après, il y a, je pense, une analyse au niveau de l'Élysée et du Quai. Le dire publiquement très bien pour des raisons de politique intérieure, mais est-ce que cela a un impact? Et je pense que la stratégie française, elle est assez claire, c'est d'avoir une voix unie au niveau européen et puis d'utiliser les instances internationales pour essayer de mettre en avant la question, tout en ayant conscience que ce n'est pas parce que le président Macron va même avoir un dîner à Shanghai avec le secrétaire général Xi Jinping que cela va permettre d'avancer malheureusement les choses, que ce soit au Xinjiang ou à Hong Kong. Sébastien, depuis la Chine, vous avez l'impression que la France a trouvé le bon langage face à Pékin sur ces questions des droits de l'homme ou sur les autres questions plus générales, qui soient commerciales par exemple, mais que le ton est le bon? Sur ces questions-là de droits de l'homme, déjà sur les Ouïghours, effectivement, il n'y a eu aucune mention. Sur Hong Kong, il faut préciser que c'est une réponse aux questions des journalistes à l'ambassade de France à la fin que Emmanuel Macron a daigné en parler. Donc la stratégie française là-dessus, c'est d'être très discret sur le plan public. On peut dire que par exemple les Allemands, Angela Merkel est en général beaucoup plus direct. C'est un choix délibéré, comme le disait Antoine, de Paris, de dire qu'il ne faut pas parler publiquement de ces questions-là. Et c'est une stratégie qui divise d'ailleurs les diplomates, les experts ici, puisque certains disent qu'au contraire, c'est en parlant publiquement que le régime réagit. Donc il y a un débat là-dessus. Mais la France, effectivement, a fait clairement un choix stratégique et de dire on reste en sourdine sur ces questions, on essaye d'avancer des dossiers économiques en s'appuyant sur l'Europe. C'est la stratégie pour le moment d'Emmanuel Macron que certains qualifient d'une stratégie d'esquive, avec l'espoir de créer un bloc européen qui peut, sur le moyen long terme, avoir des impacts au moins sur le plan économique. Merci Sébastien. Allez, je vais vous lire quelques commentaires aux questions d'internautes. Je vous donne 30 secondes à chaque fois maximum pour y répondre, car le temps joue contre nous. On a un internaute Voitou qui nous dit « N'importe qui peut constater que les Chinois sont hyper protectionnistes. Un État très fort et dirigiste comme la Chine a une énorme supériorité sur des pays dits démocratiques. » Antoine, c'est vrai qu'ils ne s'embarrassent pas de problèmes d'élection, par exemple, donc ils peuvent miser sur le temps long. Alors, je pense qu'il y a la question du système politique. On est tous d'accord pour dire qu'évidemment, il n'est pas démocratique et qu'il est de plus en plus autoritaire. Il y a une
peut-être perte des libertés publiques, de certaines libertés publiques en Chine. Après, il y a la question économique plus large. Encore une fois, il y a une vraie question de réciprocité et d'accès au marché chinois, mais il y a aussi une vraie réflexion à avoir côté français sur notre tissu économique et notre capacité à exporter. Allez, deuxième, Jean-Louis nous dit « On annonce des contrats à l'appel, mais en réalité, bien peu se traduisent en monnaie sonnante et trébuchante. » C'est intéressant ça, Mathieu Duchâtel. C'est vrai qu'on annonce les 15 milliards, ce sera peut-être plus difficile. C'est très souvent le cas dans la politique étrangère de la Chine, qui a des effets d'annonce vraiment impressionnants et que les résultats soient bien en deçà des attentes. Je pense que le meilleur exemple, c'est le Pakistan. On avait parlé de 50 milliards de dollars de contrats. On en est aujourd'hui entre 5 et 10 de réalisés. Une hypothèse peut-être pour comprendre pourquoi l'Elysée n'a pas communiqué sur le montant alors que Pékin l'a fait. Jean qui nous dit « La Chine se moque totalement des signatures de ces contrats. Ce qui les intéresse, ce sont les transferts de technologie. À partir de là, ils copieront tout. » Antoine, c'est pour vous. Et après, Sébastien, je vous en poserai une, ne vous inquiétez pas. De façon très courte, c'est vrai, mais ce n'est plus seulement le cas. La Chine a de plus en plus une vraie capacité d'innovation. C'est une vraie question d'ailleurs qu'il faut se poser sur les partenariats scientifiques et technologiques qu'on peut avoir à tous les niveaux, que ce soit du privé au privé ou du public au public avec la Chine. La question de l'intégration civilo-militaire aussi en Chine pose de vraies questions sur l'avenir de notre coopération. Mais la Chine ne fait pas uniquement que copier. Maintenant, elle innove et c'est ça, en fait, le vrai challenge. Et elle est capable, comme vous le disiez, d'effectuer une montée en gamme elle-même maintenant avec ses propres entreprises. Un peu dans le sillage de notre précédent internaute, CED qui nous dit en clair, on va se faire piller nos brevets et pour la sacro-sainte démocratie, on jette un voile pudique. C'est lamentable. Et enfin, un dernier internaute, ce sera pour vous, bien Sébastien. Il faut bien comprendre l'hégémonisme du Parti communiste en Chine. Nos démocraties doivent se préparer à une confrontation plus ou moins violente avec ce pays. Alors, c'est un vaste sujet, je ne vous donne pas 4 heures, Sébastien, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a cette musique qui monte de plus en plus au fil des années, que ce n'est plus vraiment un partenaire, la Chine, mais vraiment un rival, et pas que sur la question économique. Ce qui est certain, c'est qu'il y a clairement sous Xi Jinping, depuis 2013, un virage qui est en train de se mettre en pratique. La semaine dernière, il y a eu un grand plénum du parti qui paraît très technique, mais qui a en fait conforté le retour au centre du parti sur la société, sur le gouvernement. Donc, Xi Jinping est en train de refonder un appareil fortement idéologique et avec un projet national. Donc ça, c'est une réalité qu'il est important de prendre en compte pour tous les partenaires internationaux. Étant donné la masse, la puissance de la seconde économie mondiale, qui pourrait bientôt être la première, tous ces éléments-là présentent une Chine, si vous voulez, jusqu'au début des années 2000, les Occidentaux pouvaient espérer que la Chine allait s'ouvrir, que le système allait s'intégrer à la globalisation. Aujourd'hui, avec Xi Jinping, c'est clairement l'inverse qui est en train de se passer. C'est la reconstitution d'un modèle qui lui est propre, un modèle aux caractéristiques chinoises et avec lequel le monde va devoir il va devoir s'adapter. Donc c'est ça la perspective pour les années à venir et forcément toutes les capitales doivent s'interroger sur la meilleure façon de répondre à ce défi, car c'est un défi politique et international. Merci beaucoup Sébastien pour vos analyses et pour avoir fait taire les mauvaises critiques sur la qualité du Wi-Fi chinois, même si vous n'êtes pas encore en 5G, rappelons-le. Merci beaucoup Antoine Bondaz et Mathieu Duchâtel d'avoir été nos invités pour cette semaine. Quant à nous, on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro d'Interaction. Ciao. Ça a pas mal marché là.